des difficultés du modèle qui est mis à mal aujourd'hui est justement d'avoir donné une importance trop forte aux lois de l'économie, et notamment de l'économie de marché, qui ont pris le dessus d'une certaine manière sur tout ce qui est important pour qu'une société puisse fonctionner et qu'elle puisse fonctionner de façon harmonieuse en permettant à toutes les personnes qui vivent dans cette société de pouvoir vivre dignement. Et je pense que nous sommes dans une période de l'histoire de l'humanité où il y a, je crois, une unanimité sur la nécessité d'envisager un modèle de société qui ne soit pas uniforme. Évidemment, il n'est pas concevable que nous soyons tous exactement dans un seul modèle de société, mais je crois qu'on est tous d'accord pour considérer de manière universelle un certain nombre de droits. Et dans ces droits, il y a ceux de vivre dignement. Vivre dignement, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire pouvoir manger à sa faim, ça veut dire pouvoir être logé correctement, ça veut dire aussi pouvoir bénéficier de soins de soins de santé lorsque l'on en a besoin. Ça peut vouloir dire aussi avoir le droit d'accéder à la connaissance, à la culture, à l'éducation, et également avoir la possibilité de bénéficier d'une liberté d'initiative qu'on a souvent d'ailleurs réduit à la notion de liberté d'entreprendre, mais qui va au-delà de la liberté d'entreprendre au sens de l'entreprise du marché, mais d'initiative, ça peut aussi vouloir dire le droit de développer des activités qui sont en dehors du marché et qui ont une utilité collective ou une utilité sociale. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est cette crise sanitaire, on retiendra peut-être qu'elle aura peut-être au moins un avantage, c'est qu'elle permet de révéler, d'amplifier quelque chose qui existait déjà. Et ce qui est amplifié et qui est révélé, c'est d'une certaine manière les limites du modèle de société dominant dans lequel nous sommes encore et qui est majoritairement dicté par les lois du marché et par une économie capitaliste au sens néolibéral qui a imposé ses règles à l'échelle mondiale. Et notamment, ça s'est amplifié, ça existe depuis longtemps, mais le fait qu'il y ait eu la chute du mur de Berlin a laissé ce système devenir hégémonique. C'est-à-dire, il est aujourd'hui sur l'ensemble, il existe, il dicte les lois du marché et des modes de société sur l'ensemble de notre planète. Et donc, on voit bien que l'hégémonie de ce système a entraîné des dérives et une des manifestations flagrantes que l'on constate aujourd'hui de ces dérives, c'est justement le fait qu'on ait souhaité gérer ce qui doit relever d'un bien commun, qui est par exemple la santé pour tous, comme une entreprise. Et donc, dans la mesure où on veut gérer un bien commun avec un mode de gestion qui s'apparente à une gestion d'entreprise qui est, elle, basée sur des logiques d'optimisation des gains, eh bien, on s'aperçoit que cette logique ne fonctionne pas. On ne peut pas gérer des biens communs comme on gère une entreprise dont le but principal est d'accroître les profits de ses propriétaires ou de ses actionnaires. Il y a une autre gouvernance à inventer des biens communs
et il y a une autre gouvernance à inventer de la manière dont on doit gérer la vie dans notre société. C'est ça qui me vient en premier. Et la deuxième chose que je voulais ajouter qui me frappe par rapport à ce changement de situation, le deuxième révélateur de mon point de vue très important que nous offre cette crise, c'est de reparler un peu de l'économie informelle, de l'absence de protection sociale dans des pays où les systèmes de protection sociale sont mal, peu organisés, ou même l'absence d'accès à ces protections sociales dans des pays occidentaux où la protection sociale existe. Donc c'est soit l'exclusion d'une partie de la population du droit de bénéficier des systèmes de protection sociale qui ont été souvent uniquement inventés avant tout pour la société salariale classique, dont un certain nombre de personnes sont aujourd'hui exclues. Et c'est aussi la situation dans un certain nombre de pays où ces systèmes de protection collective sont peu ou mal organisés. Eh bien, cette crise va nous révéler à l'échelle mondiale l'intérêt et l'importance d'aller vers un système de protection sociale beaucoup plus universel. Là où on va réussir à gérer plus facilement cette crise, c'est dans les endroits où la tension entre l'importance de la propagation du virus et l'importance de l'amortisseur que constituent les systèmes de protection sociale, c'est cette tension-là qui permettra, dans 6 mois ou dans 1 an, d'établir une cartographie mondiale qui démontre les endroits où les effets seront les mieux gérés. Et c'est évident qu'on a besoin aujourd'hui d'aller vers une protection sociale beaucoup plus universelle, vers l'inscription des règles liées à la protection sociale comme un droit universel pour tous. Micro. Merci Sandrino. Avant de rebondir ce que tu viens de dire, Sandrino, je vais poser la même question à Michel pour nous dire qu'est-ce que l'on pense en fait de quel modèle il s'agit et pourquoi on a besoin en ce moment précis d'un nouveau modèle. Et il va surtout nous dire comment il va sauver le monde en fait, Michel, parce que tu as écrit ton livre en 2015, Sauver le monde. Il faut que je précise. Oui. Il faut que je précise, c'est pas moi qui va sauver le monde, c'est vous. Donc c'est un appel évidemment aux pères, à tous les pères dans le monde de sauver le monde. C'est pas évident, c'est pas moi qui va le faire pour vous. D'accord. Mais... Donc de quel modèle et pourquoi on a besoin d'un modèle et comment nous toutes et tous, on peut sauver le monde? Oui. Alors pour moi donc Sandrino a parlé du modèle néolibéral et le modèle néolibéral est excessivement, et le capitalisme en général, c'est un modèle extractiviste. C'est-à-dire que la richesse est créée par l'extraction soit de ressources naturelles, soit un surplus qui vient du monde du travail. Et c'est avec ce surplus qu'on crée de la richesse, qu'on peut investir, capitaliser, etc. Alors, environ vers 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a institué, en tout cas dans les pays qu'on appelle avancés, qu'ils sont peut-être plus tellement, mais en tout cas qu'il était à un moment donné techniquement, etc., plus avancés en moyenne. On a institué une sorte de contrat entre le monde du travail et le monde du capital, une sorte de compromis social qui a créé justement le système de protection sociale que Sandrino a mentionné. Alors c'est vrai qu'à partir des années 80, il y a eu une contre-révolution, Reagan, Thatcher et tout ça, et qui a enfin, on est entré dans une ère de faiblesse par rapport aux acquis sociaux. Mais enfin, on peut dire quand même que le gros du système a survécu et qu'on a encore toujours ces systèmes en place. Mais je dois dire que
une des faiblesses de ce système, c'est aussi que ce compromis s'est fait sans tenir compte de la nature. Donc, on voit bien, par exemple, quand on dit qu'on est aujourd'hui dans l'Anthropocène, on voit ce qu'on appelle le hockey stick en statistique, c'est-à-dire d'abord une évolution lente et puis tout à coup une croissance exponentielle. Donc, ça commence vraiment dans les années 50. C'est en même temps qu'on a instauré notre protection sociale et qu'on a créé la société de consommation pour tous les citoyens, qu'on a commencé vraiment à surexploiter la planète au niveau écologique, au niveau des ressources. Et moi, je dirais que, un peu aussi comme Sandrino, que la crise du Covid-19 est un grand révélateur et un grand accélérateur de ce qui ne marche plus dans ce système. Hein, il y avait donc l'aspect, je dirais, d'abord écologique, mais aussi l'aspect d'exploitation de ce qu'on appelait avant le tiers-monde. Et donc ça, c'est vraiment révélé, à mon avis, au grand jour. Et l'autre modèle qui est en train de croître en tant que réaction à la crise du système néolibéral, et il faut quand même insister qu'on est déjà dans une déglobalisation. Donc quand on voit les statistiques, depuis 2008, chaque année, il y a moins de commerce mondial que l'année avant. Donc on a déjà entré, depuis la crise 2008, dans une ère de déglobalisation. Et on voit bien, par exemple, qu'un président comme Trump, c'est déjà une réaction par rapport à ça. Donc, disons que si Clinton disait on va sacrifier la classe ouvrière américaine pour l'Empire, Trump, il a dit le contraire, on va sacrifier l'Empire pour protéger le pays. Mais donc, ça, c'est une forme de localisation qui est très, très dangereuse parce qu'elle est aussi xénophobe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en fait aujourd'hui deux modèles qui sont hégémoniques. Donc, un modèle qui est hégémonique, qui est en déclin, qui est le modèle néolibéral, et un modèle qui tente de le remplacer, qui est un modèle, le Brexit, Trump et tout ça. Donc, ce sont des modèles de protectionnisme national qui sont là en train de monter, qui sont en train d'essayer d'offrir une alternative. Mais c'est une alternative qui est basée sur une compétition de tous les pays, les uns contre les autres. Donc, ça, en fait, ça subvertit les bons côtés du néolibéralisme, c'est-à-dire le multilatéralisme, donc des faits qu'on avait quand même des institutions d'arbitrage qui permettaient de garder une forme de paix dans le système mondial. Alors moi, je propose une troisième voie qui peut paraître, au prime d'abord, assez utopique, mais que j'appelle le modèle cosmolocal, et qui est inspiré justement par le mouvement open source, etc. Donc de quoi s'agit-il? La règle est tout simple. Tout ce qui est léger doit être global et partagé, et tout ce qui est lourd doit être relocalisé dans la mesure du possible, ou dans la mesure que c'est approprié. Donc moi, je parle dans le deuxième cas de la subsidiarité de la production matérielle. C'est-à-dire, il ne faut pas tout localiser sans réfléchir, évidemment, mais il y a une raison fondamentale pour laquelle la localisation aujourd'hui est dans l'agenda mondial, c'est que on dépense 3 fois plus pour transporter que pour produire nos ressources. Donc tout ce que nous consommons, il y a un quart du prix matière-énergie qui est dépensé pour produire le produit, et 3 quarts qui est produit pour le faire circuler plusieurs fois autour du monde. Alors, je disais par exemple que la balle de tennis qui est employée à Wimbledon a 400 ingrédients qui ont fait 4 fois le tour du monde ou quelque chose de ce genre-là. Donc, ce modèle-là, on doit quand même reconnaître qu'écologiquement, il n'est pas durable, il n'est pas soutenable. Alors, ça veut dire quoi partager la connaissance? Ben, c'est ce que nous montre aujourd'hui le modèle de l'économie de l'open source. Et j'aime toujours rappeler, parce que les gens n'en ont pas conscience, que déjà 1/6 du produit national brut américain dépend de ces ressources partagées. Donc, il y a toute une économie qui s'est créée autour du partage de la connaissance. Donc, je pense à Linux, je pense aux logiciels libres, mais je pense par exemple aussi à la géolocalisation, qui aurait été impossible sans le fait d'avoir en commun des données géographiques. Donc tout ça sont des nouvelles, des secteurs économiques
qui se greffent autour de communs. Donc la notion de commun dans mon modèle est très importante. Un commun, c'est quoi? C'est une ressource